Bien, alors j'avais prévu une petite introduction, mais Khaled vient de faire exactement la même. Si je relève un petit peu pour transcrire un peu, puis je vous présenterai juste après. On a des machines connectées, mais pas de données connectées. Premier constat, des silos. Il faut communiquer pour augmenter la qualité, les coûts, la réactivité. La performance n'est plus sur les machines, mais sur la qualité des données. On a des formats hétérogènes, trop de données, et c'est l'architecture qui devient un problème. On va en parler, reparler, reparler. On est dépendant aux experts, aux fabricants. Bref, il y a plein de constats qui ont été posés tout à l'heure, et on va pouvoir rentrer un peu dans le concret avec trois industriels. Merci d'être présent, d'avoir accepté l'invitation. Trois industriels qui pratiquent la donnée au quotidien, avec avec tous des enjeux différents, des héritages différents et des manières d'appréhender les sujets bien différentes aussi. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter en quelques secondes? Ok, je vais ouvrir le bal. Bonjour à tous, mon nom c'est Dominique Maisonneuve, je travaille pour La Croix. La Croix, c'est une ETI qui en particulier a une activité électronique. Donc, basiquement, on est sous-traitant électronique. On a 4 sites, un en France, à Beaupréau, pas loin d'ici, un autre en Allemagne, en Tunisie et en Pologne. Environ 2000 personnes, une vingtaine de lignes CMS sont intégrées sur ces 4 sites. Donc basiquement on est sous-traitant, je l'ai dit, on a quand même une structure aussi de développement et d'industrialisation assez importante. Et on adresse 5 marchés principaux, l'aéronautique, la défense, l'industrie, l'automobile, la domotique et marginalement le médical. Je suis chargé de l'amélioration continue chez La Croix. Et donc j'ai eu aussi précédemment une pige, je dirais, sur l'industrie 4.0. Donc on va pouvoir faire le lien entre tout ça. Merci. Ouais, et 2 micros. Bonjour, je suis Jean-Pierre Leboeuf, je suis le dirigeant et l'actionnaire de Micronic. Donc moi on est tout à fait à l'autre bout. D'un côté il y a les gros, puis nous on est les tout petits. On est une vingtaine de personnes. On est basé en région parisienne. On est avec une clientèle diversifiée, soit dans l'aéronautique, soit dans le médical, soit dans l'industriel. On est bien sûr certifié EN 9100. Là, aujourd'hui, on parlera de certaines choses qu'on a mis en place, mais dans la dernière actualité, c'est vrai qu'on a pris un vrai tournant vers le numérique et vers l'automatisation. À titre d'information, pour que vous ayez une idée des montants engagés, l'entreprise fait à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le plan d'investissement numérique inclus, on est à 3,5 millions. Donc on a bénéficié bien sûr d'aide de France Relance, mais effectivement pour nous c'est un gros challenge parce qu'on est en région parisienne, donc déjà on est plus cher que si on est en province, donc il faut vraiment qu'on se démarque. Et pour moi la partie numérique, optimisation, doit nous permettre d'améliorer les temps de cycle et puis surtout la fiabilité du cycle. Et de la même façon, j'ai manqué l'intervention précédente des gens de chez VAR Industrie, ça fait partie aussi notamment des étapes futures, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Merci. Bonjour, donc Samuel Fisson, responsable du process électronique sur le site de La Roche-sur-Yon pour le groupe Atlantique. Donc le groupe Atlantique a un groupe dans le domaine du HVAC. Je vais parler plus particulièrement de l'électronique. Donc le site électronique de La Roche-sur-Yon, c'est 4 millions de cartes électroniques par an, 3 lignes CMS et 200 personnes à peu près. D'accord. Sur la journée d'aujourd'hui, moi je vais essayer de vous partager un petit peu nos cas concrets sur la gestion de la data au quotidien avec des exemples sur nos modes de fonctionnement et ce que ça nous a permis d'améliorer. Voilà. Alors on a vu tout à l'heure des cas d'usage, beaucoup de cas d'usage potentiels présentés par Khaled. Diminution du scrap, rework, meilleure décision d'achat, on augmente le temps, l'efficacité, il y a énormément de choses à faire avec la donnée. Première question là, pour rentrer un peu dans le concret, pour toi Samuel, après voilà, je te lance la balle, tu pourras la redonner à tes voisins. Quels sont les cas d'usage concrets là aujourd'hui que vous exploitez avec des ROI ? Alors tout d'abord, la première chose qu'on a mis en œuvre
de façon très concrète, c'était la gestion des rejets sur nos équipements de placement, où historiquement on surveillait de façon hebdomadaire, globalement. Donc à la fin de la semaine, on comptait le nombre de composants qu'on avait mis à la poubelle. Donc une réactivité très médiocre. Et donc là, on s'est dit, il y a vraiment une bascule à faire. Et l'idée, c'était de monitorer en temps réel nos rejets. Alors pour cela, en fait, on a utilisé directement les outils de nos équipements. Hein. Et surtout les afficher. Les afficher pour que nos opérateurs sur ligne puissent réagir directement. Donc ça a été un peu l'élément déclencheur finalement du suivi de la gestion des rejets. Et en termes de gains, on a divisé par 3 nos taux de rejet. Et aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, on est en dessous les 800 ppm sur nos rejets en termes de placement. Le vrai avantage du monitoring, c'est de pouvoir réagir très rapidement et efficacement aux problèmes et pas attendre la fin de la semaine par exemple. Donc ça c'était le premier point, les rejets. On a ensuite enrichi ce principe en automatisant le reporting des rejets. Donc on avait commencé à travailler sur comment limiter les rejets et ensuite comment les analyser. Donc en fait, le reporting automatique nous ont permis de gagner du temps et de travailler sur l'analyse concrète et quelles actions porter à moyen long terme sur nos feeders, nos nozzles, etc. Ensuite, sur le même sujet rejet, on a encore été plus loin, c'est d'automatiser finalement la mise à jour du stock informatique dans notre ERP en envoyant, alors je ne vais pas dire temps réel, mais 2 fois par jour, on vient défalquer de notre stock les rejets CMS. L'avantage là, c'était vraiment d'aller optimiser la supply et garantir une quantité de stock pour éviter des ruptures pour quelques composants seulement. Ça, c'était le premier sujet rejet. J'enchaîne, je continue. Il y a 3 ans, on a eu la volonté aussi de mettre en place la traçabilité. Donc là, ça a été vraiment le coup de pouce qui nous a permis d'enchaîner sur la data. Qui dit traçabilité, dit identification des produits. Et là, ça nous a permis d'enrichir le modèle de data, c'est-à-dire tout ce qu'on va aller pouvoir sauvegarder sur les produits, les composants, etc. Derrière ça, derrière la traçabilité, on essaye de l'utiliser le moins souvent possible parce que c'est pas forcément, c'est plutôt pour des problèmes qualité. Mais voilà, en fait, la structure ou l'architecture informatique qu'on a pu mettre en place avec la traçabilité, ça a vraiment été un gros effort. Donc on a utilisé encore une fois les outils des équipements, mais également forcément il faut aller se connecter sur quelque chose de physique, une structure informatique solide. Suite à ça, on a toujours essayé de trouver des cas concrets et très pragmatiques. C'était améliorer notre suivi TRS, le fameux sujet TRS, où historiquement on était encore à faire du bâtonnage sans des fichiers Excel, pour faire simple. Et aujourd'hui, donc forcément c'est les opérateurs, manque de précision sur la donnée, du temps supplémentaire, perte de productivité. L'idée là, c'était d'automatiser tout ça et d'avoir une information fiable et précise sur la performance en termes de productivité des équipements. Il y a encore plein de belles choses à faire avec ces données-là parce que on imagine pouvoir automatiser sur la gestion par exemple du TRS, d'aller justifier en automatique les écarts et pas attendre que les opérateurs puissent aller dire ouais, c'est à cause de ce feeder, etc. Mais plutôt justement aller faire du prédictif sur les problématiques.
Et un autre sujet que je peux partager, donc là on a parlé plutôt du CMS, mais on a également plugué tous nos tests ICT en termes de data. Pour deux raisons là aussi. Le monitoring qui permet à la fois aux équipiers de production de pouvoir connaître la performance en temps réel, et aux équipes process pour pouvoir ajuster au plus vite et éviter les dérives sur les performances de test ou de retest ou de défaut. On a automatisé évidemment facilement les reporting. Ça permet de faire une communication sur les performances de la production. Et en parallèle, on est en train de travailler, et on n'a pas été encore au bout, mais sur l'automatisation de l'analyse. Est-ce que le défaut il vient du produit, de l'équipement, de l'opérateur, pour classifier plus facilement et répondre et appeler les bonnes personnes au bon moment le plus rapidement possible. Voilà un petit peu là, c'est vraiment les trois grands cas concrets. Bon, je laisse la parole et puis après on rééchangera sur ces sujets-là si besoin. Ça marche beaucoup. Enfin, du coup, le message là, c'est vous aviez beaucoup de données et vous les avez centralisées en fait, et tout le ROI derrière, c'est l'exploitation, surtout l'analyse de ces données-là. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on est parti. Alors, si on parle de ROI, on est parti toujours sur des cas concrets, très simples et faciles à justifier et facilement réalisables. On n'est pas parti sur une solution complète où finalement ça aurait été très compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a de l'expertise technique. J'ai parlé d'informatique, mais faut s'imaginer que c'est pas si simple que d'aller connecter des données, les mettre en forme avec une petite équipe de 4 personnes au process. Donc on a besoin de l'IT, ça c'est clair. Avec des règles strictes de cybersécurité, etc., enfin, que tout le monde connaît là-dessus. Donc oui, des ROI faciles à justifier. Merci. Dominique ou Jean-Pierre, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ces cas d'usage ? Parce que là, forcément, toute la partie rejet, dans des entreprises comme la nôtre, c'est moins significatif parce qu'on est plutôt sur des petits lots ou moyens lots, alors que je pense chez Atlantique, c'est des lots très importants. Donc, le calcul du ROI, dans certains cas, je pense, peut être entre guillemets relativement facile. Sur d'autres projets, par exemple comme le nôtre, on est parti un peu à l'aventure sur le calcul du ROI parce que je prends la suite sur le sujet. J'ai entendu parler beaucoup d'Hermès pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour moi, ça semblait être quelque chose qui était déployé, qui existait. Quand je discutais dans les salons avec les fournisseurs d'équipements, bien sûr, monsieur, nous sommes Hermès. Et donc pour nous, le projet, on s'en est occupé sérieusement au premier semestre et on pensait qu'il allait terminer au deuxième semestre. On espère qu'il va terminer au premier trimestre de l'année prochaine. Pardon, il va être terminé au premier trimestre de l'année prochaine parce que, en fin de compte, ce qu'on a découvert, ce qu'on n'imaginait pas du tout, donc là c'est une erreur de ma part, apparemment il n'y a aucun fournisseur. Et pourtant, on a des fournisseurs qui sont pas, c'est pas un vague coréen qui vend une machine à un exemplaire en France. Nos fournisseurs, c'est Omron, c'est Erza, c'est Europlaceur, c'est SMPT. Ils n'ont pas un site en France sur lequel ils ont installé le protocole Hermès. Ça a été la douche froide, parce qu'en fin de compte, on découvre le sujet. Quand les gens nous disent c'est compatible Hermès, alors 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ils sont tous 1.1. Nous, il nous faut du 1.5. Le 1.5, donc c'est gestion des convoyeurs et téléchargement des programmes en automatique. Europlaceur sera normalement opérationnel premier trimestre. On sera bêta-site. Excel, donc fabricant français, je crois, qui est utilisé. Convoyeur, ils ont
ils se sont intéressés au sujet, ils ont été par contre très efficaces, c'est l'avantage de la petite entreprise, ils ont fait évoluer leur convoyeur pour qu'il soit compatible Hermès. Pour trouver un fournisseur qui veuille bien être chef de projet, ça a été compliqué. Parce que en France, pas de site. En fin de compte, on s'est mis d'accord, on a eu un partenariat avec Accelonix. Pour une raison très simple, c'est que les seuls apparemment qui sont sur le sujet en avance ou qui ont déployé un certain nombre de sites, c'est les Allemands. Donc dans la mesure où on a du matériel SMPT, Accelonix vend ASIS, et en fin de compte, on a un protocole d'accord qui a été signé avec une filiale d'ASIS pour avoir une couche logicielle, parce que avoir le protocole Hermès, c'est bien, mais après il faut le faire fonctionner. Donc là, ça va être ce qui devrait être fait au premier trimestre. Pour ça, j'avais dit que c'était prématuré que j'en parle, mais on m'a dit viens parler de tes échecs, ça nous changera un peu. Donc là, on parle au niveau de ROI. Fin mars, je vous dirai combien ça nous a coûté. Je pense qu'on a 2 lignes. Si je suis optimiste, je vais dire 150 000. Si je suis pessimiste, 200 000. Voire. Alors, le gros point, pourquoi ça pose problème, indépendamment de la connaissance et de la compétence, que je ne vais pas remettre en cause sur les intervenants à ce niveau-là, toutes les machines sont compatibles théoriquement. Pratiquement, comme il y a un mélange soft et hard, ça complique pas mal les choses. Je prends l'exemple d'Europlacer. Nos machines ne sont pas très vieilles, mais il va falloir qu'il y ait des modifs hard pour régler en automatique les convoyeurs en interne. Ils sont en train de regarder, ils ne l'ont jamais fait. Bon, j'ai confiance en eux, c'est les régionales de l'étape, mais bon, c'est un sujet qui sera traité. Qu'est-ce qui nous a amené à vouloir faire ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, on est en région parisienne, donc quelque part, on est un peu plus cher. La problématique qu'on a, c'est qu'on fait des petits et moyens lots. Donc, le SMED est extrêmement important et ça peut aller très très loin parce que les problèmes de conditionnement sont très importants. Et donc, le raisonnement, ça a été de dire avec Hermès, on devrait quelque part arriver à un SMED de 0. Alors je m'explique. D'abord, on a renforcé les capacités de notre ligne. Donc là, on est en équivalent 805, on peut charger à peu près 500 références. Donc ça veut dire que là, on change notre méthodologie de travail, on charge à la semaine. Donc déjà, on va gagner à ce niveau-là. Et surtout, donc l'objectif qui a été fixé à nos partenaires, et je pense qu'on va y arriver, ça veut dire que grâce à Hermès, on devrait pouvoir commencer à fabriquer les cartes du lot 2, alors que les cartes du lot 1 sont encore sur la ligne. Donc tout à l'heure, Samuel parlait de ROI. Pour moi, il y a une double approche. Il y a effectivement la notion d'ROI, et ceux qui me connaissent savent que je suis assez près de mes sous au niveau des résultats de l'entreprise, mais il y a aussi pour nous un impact important, c'est-à-dire que grâce à ça, on pense que ça va nous permettre de diminuer considérablement notre temps de cycle. Et en plus, on parlait tout à l'heure des outils type Valor qui a implémenté Europlacer, ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure vision sur le temps réel de production. Et pour nos clients, petite et moyenne quantité, c'est très important. Parce qu'on est sur des plannings, des visions de planning à très court terme. Donc moi, ce que je conseille, je pense qu'Hermès, c'est une bonne chose. On est prêt à ouvrir, et ça a été les accords avec les partenaires, parce que certains ont fait des efforts financiers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas répercuté réellement les coûts, dans le sens où ils pensent que ça devrait se développer. Donc on sera très ouvert s'il y a des visites. On fait une petite learning expédition chez vous alors au Comment premier trimestre 2026, on fait une learning expédition chez vous. On espère l'annoncer officiellement à Global Industries et pouvoir le présenter réellement à nos clients. On a prévu une journée porte ouverte fin mai, début juin, et de pouvoir le montrer en fonctionnement, parce que quand on est la Croix, quand on est un grand groupe, on peut dire oui, mais on est en train de faire, ça va avancer. Quand on est une TPE, faut être capable de montrer. Sinon,
il y a toujours un doute sur la crédibilité réelle. D'autant plus sur quelque chose où il n'y a pas de référence. Voilà, donc on parlait de ROI, ben on a découvert, parce que dans un premier temps, les discussions avec nos fournisseurs, c'est « vous êtes Hermès, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci ». Et puis quand on a commencé à rentrer dans le détail, c'est 3000 par là, 5000 par là, c'est une couche de soft, c'est... Voilà, ne serait-ce que entre les gens d'Acellonix, la personne qui s'occupe des réseaux chez nous, ils ont quand même mis 3 mois pour définir le câblage du réseau. Est-ce qu'on fait un réseau parallèle? Est-ce qu'on étend le réseau actualisé? Comment ça va marcher? Qui va être responsable? Comment? Sécurité aussi, bien sûr. Donc à ce niveau-là, tout a pris un peu plus de temps. Bon, c'est pas une catastrophe si on termine fin mars. Bon, l'avantage qu'on a par rapport à certains, on n'est pas coté en bourse, donc on n'a pas de fonds d'investissement. Donc, je pense que c'est un bon projet. Je pense que ça sera rentable pour l'entreprise. Le point, c'est que ce qui freine beaucoup le passage, c'est ça. Il faut que ça soit une ligne neuve ou quasiment neuve. Nous, dans ce qu'on a fait là, on avait prévu de changer nos convoyeurs. On avait prévu de renforcer la ligne, donc on avait acheté une machine de report. On a changé le four, et on a changé les machines de sérigraphie. Donc comme on a tout changé en même temps, les machines récentes le sont. Elles sont éventuellement, si vous interrogez, faites-vous préciser, parce que ce sont des options. Quand ils vous disent que c'est compatible, oui c'est compatible, mais ce sont des options. Je vois, on a acheté un deuxième four. Bon alors, fort de l'expérience du premier, j'ai été plus vigilant sur le deuxième, et effectivement j'ai vu apparaître quelques petites lignes supplémentaires. Et puis en plus, je dirais, il y a aussi le phénomène se faire préciser quand ils parlent compatible, est-ce qu'ils sont bien compatibles avec la bonne version d'Hermès? Parce qu'ils sont tous compatibles, mais oui, c'est-à-dire si vous dites je mets du Hermès pour remplacer du SMEMA, oui, ok, ça le fait, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez vraiment bénéficier des avantages de Hermès, il faut au moins la version 1.5. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Alors évidemment, fournisseur allemand, SMPT par exemple, fait partie du comité qui gère Hermès. Donc forcément, ils sont au fait du sujet. Okay. Merci. Voilà, maintenant on pourra communiquer plus tard. Au salon, si vous venez nous voir sur notre stand, on vous dira où on en est, parce qu'il y a un certain nombre de points aujourd'hui qui ne sont pas encore définitivement. Par contre, oui, je voulais préciser une chose. Mon raisonnement, et ça a été, je pense, conforté, c'est-à-dire qu'effectivement, le déploiement d'Hermès par rapport à d'autres solutions coûte peut-être un peu plus cher au démarrage. Par contre, ça ouvre bien la porte au passage avec l'utilisation du CFX, et donc le fait que normalement, dans le cadre d'un déploiement MES, ça devrait représenter une certaine économie et une certaine facilité. En accord avec ce qui a été présenté tout à l'heure, en disant que le fait d'utiliser un standard permet d'aller plus loin, mais c'est un investissement plus lourd au départ. Je peux faire réagir Samuel ou Dominique. Est-ce que vous avez tenté ou est-ce que vous avez déployé du Hermès sur vos lignes? Hermès ou d'autres standards type CFX? Donc nous, on n'a pas implémenté Hermès, comme l'a dit Jean-Pierre. Effectivement, il faut des équipements plutôt récents. Une des problématiques quand on veut déployer ce genre de solution en général, c'est aussi l'hétérogénéité des équipements. Hétérogénéité de deux ordres. Le premier, c'est que pour une même fonction, on peut avoir différents fournisseurs de machines. On a 3 types de pick and place, on a 3 types d'AOI, on a 3 types de fours. Évidemment, tout ça, ça s'est construit avec l'histoire. Et donc, quand il faut renouveler ou implémenter un protocole récent, c'est extrêmement difficile. Malgré le fait que ce soit standard. Oui, parce qu'en fait, tu pars avec un parc machine qui est ce qu'il est, et tu ne vas pas tout remettre à zéro, et donc la mise de départ est extrêmement importante. Et donc concernant Hermès, effectivement, ça concerne non seulement les machines, mais aussi les convoyeurs entre les machines. Donc c'est un sujet sur lequel nous, on n'ira pas. Avant de basculer sur CFX, j'imagine que c'est vers là que tu souhaitais m'emmener. Peut-être en complément d'abord à ce que disait Samuel tout à l'heure, donc la digitalisation et le captage d'informations permet d'alimenter l'animation de performance de 2 ordres. Le premier ordre, c'est en temps réel, ou plus ou moins en temps réel, donc pour fournir l'information aux opérateurs, aux techniciens pour pouvoir réagir en cas de dérive. Les principaux KPI ont été déjà donnés, le TRS, le taux de rejet. J'ajouterais le niveau qualité, au niveau de l'AOI par exemple.
les taux de faux défauts à la OI, mais aussi sur les moyens de test. Donc là, on a le triptyque qualité, coût, délai, et donc c'est ce type d'information qu'il faut donner en temps réel. Et puis après, cette même information, en fait, elle est utile aussi à J+1 ou J+2 pour pouvoir faire de l'analyse post-mortem et mettre en place des plans de résolution de problèmes de manière assez classique, soit à l'intérieur des animations intervalles courts, soit alimenter des QRQC sur des problématiques beaucoup plus pertinentes, en tout cas beaucoup plus complexes. Donc ces données-là, vous les remontez automatiquement pour les AIC, par exemple? Oui, exactement. Donc on a mis en place un système dit RTM, Real Time Monitoring, qui nous permet d'afficher, principalement sur les lignes CMS, la performance donc en temps réel, TRS, qualité, taux de rejet. Et c'est cette même information, alors qui ensuite va être agrégée, positionnée dans différentes bases de données et ensuite restituée au travers de Power BI pour alimenter les équipes production et méthode process pour apporter l'amélioration continue. Vous avez standardisé vous-même du coup, mais après la machine. C'est-à-dire la machine remonte avec son standard à elle, fabricant, et vous stockez de manière plus structurée du coup vos données pour pouvoir les compiler et les exploiter derrière. Ouais, exactement. La difficulté qu'on avait, c'était que, c'était signalé aussi par Samuel, c'est que la donnée elle était isolée sur chacune des machines. Elle pouvait être différente en fonction du type de machine et du type de fabricant. Et puis un autre élément que j'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est aussi la génération de la machine. Vous achetez une machine récente, effectivement tout fonctionne, mais on a aussi un héritage de machines beaucoup plus anciennes, en particulier nous les decks, toutes les machines de sérigraphie, qui sont difficilement connectables, les fours également. Donc on est obligé de créer en fait un chapeau pour récupérer les données qu'on pouvait récupérer, les trier, les ranger, utiliser un bus d'entreprise pour pouvoir ensuite l'adresser à différents, j'allais dire, donneurs d'ordre, comme le MES, et puis comme les différentes bases de données qui permettent ensuite de faire de l'exploitation à J+1. Donc le schéma à l'architecture globale, c'est ça, donc une machine, un connecteur pour pouvoir faire la traduction, un bus d'entreprise, et ensuite des bases de données, du Power BI, et on a aussi implémenté depuis 2-3 ans un outil qui s'appelle Fabric, qui permet de faire l'animation digitale des animations à intervalles courts. Oui, un dernier mot sur les ROI. Moi, je suis pas très à l'aise avec cette question-là, donc j'ai pas de réponse à donner. Mis à part que la digitalisation permet de fournir de l'information et en soi, ça produit aucun bénéfice. C'est-à-dire que, et c'est un peu une porte ouverte que j'enfonce, c'est si vous avez personne pour l'analyser, si vous n'avez pas les expertises techniques pour pouvoir mener les plans d'amélioration continue, en gros, ça sert à rien. Vous fournissez un bon thermomètre, mais si vous n'avez pas le médecin pour faire le diagnostic et apporter le remède, ça sert à rien. Donc, évidemment, apporter des solutions digitales, c'est une bonne chose, mais si ça ne s'inscrit pas dans une démarche beaucoup plus globale, c'est pas très utile. Compris Samuel, du coup, les quick wins que tu évoquais s'inscrivent dans une stratégie plus globale de l'entreprise? Oui, enfin après, le coût et la qualité, on peut à la limite toujours rejoindre ces améliorations sur ces deux piliers. Mais ça peut être très basique, hein. On l'a évoqué tout à l'heure. Rien que le temps passé à traiter de la data, c'est un temps chiffrable, un nombre d'heures, etc. Donc ce temps-là, finalement, il a été déplacé pour avoir une vraie plus-value sur l'analyse de la donnée plutôt que traiter la donnée. Et on a vu une amélioration de la performance presque exponentielle finalement, parce que le temps, on n'en avait pas plus, on n'en a pas plus aujourd'hui. Mais en tout cas, on l'a mieux utilisé. Ça, c'est vraiment le point clé qui nous a donné du sens et montré la rentabilité rapide finalement. Et on n'avait pas tout imaginé ce qu'on allait pouvoir gagner en plus. Que ce soit sur les rejets ou par exemple le TRS, etc. Je voudrais faire une remarque quand même, parce que certaines choses au niveau analyse données, bien sûr, on ne peut pas être contre.
mais ça revêt plus ou moins d'importance suivant, je dirais, l'activité de l'entreprise. Nous, on fait de la carte complexe qui est plus ou moins bien étudiée. On va peut-être en fabriquer 50, 100, et puis c'est tout. Donc la nécessité d'analyser la donnée, oui, pour essayer de détecter des erreurs ou des problématiques, c'est-à-dire ce que j'explique souvent, de dire bon, dans quelle mesure on peut partir du particulier, remonter au général pour redescendre sur du particulier. Et sur de nombreux exemples, on s'est, j'allais dire, amusé à faire l'exercice. Quand on regarde le temps passé par rapport au gain, c'est pour ça que je crois plus à des démarches peut-être du type NPI de chez VAR Industrie, je crois que vous l'utilisez chez Lacroix, pour effectivement essayer d'anticiper les choses, parce que sur des petites quantités, le traitement de la donnée, le temps passé par rapport au gain, le fait qu'il n'y ait pas de répétitivité sur certains modèles de cartes, je vous laisse à chacun. Mais en temps réel, ça apporte quand même. L'investissement que tu fais est quand même là pour d'autres cas d'usage, en fait, comme le SPEN. Oui. Non, mais on parlait d'analyse de la donnée. Moi, personnellement, je suis prudent. Parce que à un moment donné, j'ai vu encore hier une démonstration du gars qui s'occupe de l'informatique chez nous, qui m'a dit « Ah oui, mais j'ai fait un nouveau truc, c'est vachement bien ». Sauf qu'avant, on avait un tableau Excel, on avait accès à la donnée en 15 secondes. Là, il faut cliquer 3 fois avant d'arriver au bon endroit. Donc, prudence à ce niveau-là. Enfin, ce n'est qu'un avis personnel. Je vous laisse réagir, Dominique. Réagir à quoi? Non, effectivement, il y a toujours ce risque, c'est la course à l'échalote. C'est-à-dire qu'effectivement, on est plus focalisé sur l'outil que sur son besoin réel. Il faut faire attention, le Power BI, effectivement, quand on en a un usage, quand on est utilisateur, ça peut être intéressant. Dès lors que votre besoin est stabilisé, c'est pas non plus automatique. Il faut quand même avoir une certaine sensibilité pour le créer. Donc il faut faire attention à ne pas créer de rupture entre effectivement des gens qui ont une appétence en informatique et puis des gens qui sont sur le terrain et qui ont besoin de l'information de base. Mais là encore une fois, c'est une question de bon sens, quoi. En fait, on est souvent quand même rappelé à l'ordre. De toute façon, si vous mettez en place quelque chose qui ne sert à rien ou qui est trop compliqué, vous avez un rejet quasi automatique de la ligne. À l'inverse, quand vous mettez en place quelque chose, vous n'avez pas fait spécialement de retour, mais quand ça ne marche pas, vous avez 10 coups de téléphone en 5 minutes, c'est que là, c'était vraiment utile. C'est souvent un bon indicateur, un peu informel, certes, mais intéressant. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui dans le SaaS qui permettent de répondre très rapidement à des besoins très concrets. Puis vous payez un abonnement et puis tout de suite, ils vous promettent en 2 semaines d'avoir des ROI. Est-ce que vous avez utilisé ce genre d'outils ? Sur Fabric ou autre. Donc par rapport peut-être un mot sur Fabric, effectivement, il y a pléthore d'outils qui sont mis à disposition, ils sont tous aussi géniaux les uns que les autres. Concernant Fabric, donc c'est un outil qui permet de digitaliser ce qu'on appelle donc les animations intervalles courts, c'est-à-dire les rituels de communication, de résolution de problèmes, pilotés par le chef d'équipe avec une équipe pluridisciplinaire. Donc c'est ça l'AIC. Et Fabric s'inspire du Lean, donc ils sont très très Lean orientés, et propose en fait effectivement une interface qui permet d'avoir un portail et d'accéder à toutes les informations qu'on a donc préalablement collectées, et ensuite d'animer la performance, de gérer sous forme de ticketing les différentes actions, et après effectivement il y a là aussi la possibilité d'escalader donc à l'équipe supérieure ou un service support, et ça présente aussi l'avantage, alors je ne suis pas là pour faire la pub, mais en tout cas, effectivement, c'est quelque chose qui est très ergonomique, une prise en main quasi instantanée, et ça permet aussi d'éviter d'avoir des papiers qui sont difficilement mis à jour. Donc, en termes de ROI, en tout cas de saving, ce qui est évident, c'est que ce type d'outil permet
d'éviter la saisie, la ressaisie, d'accéder à différents fichiers qui sont, enfin en tout cas facilite l'accès à différents fichiers qui sont dans différents environnements. Et en ça boucle bien la boucle de ce qu'on a voulu mettre en place avec la digitalisation. Et là encore, quand on se pose la question, quand il y a un nouveau manager qui rechallenge sur le ROI, les retours de terrain sont sans équivoque. Et donc ça aussi c'est un bon indicateur pour dire que là on a touché juste. Et ça met pas trop le bazar dans votre architecture de données? Non, parce que c'est vraiment un portail et c'est quelque chose qui facilite l'accès. C'est pas quelque chose qui intervient sur la donnée. Donc en soi c'est assez neutre et ça ne complexifie pas l'architecture. Il y a d'autres domaines dans l'architecture où on a eu quelques écueils sur le bus qui était mal dimensionné, qui générait du lag. Et donc on a eu pas mal de choses à traiter dans ce domaine, même si en termes de stratégie, de vision, je pense que c'est la bonne démarche. C'est aussi un bus d'entreprise donc qui est utilisé en intra et qui est aussi disponible pour des communications externes, notamment avec nos clients, évidemment en appliquant différentes couches de sécurité pour éviter d'être trop sensible dans ce domaine. La contrepartie du SaaS, c'est que tout ça c'est des abonnements et que quand on ajoute un abonnement plus un autre, rapidement c'est des coûts qui sont extrêmement importants et la dette IT augmente et on devient captif. Donc c'est des phénomènes qu'on connaît très très bien avec des outils classiques comme Microsoft et certainement qu'on connaîtra également avec l'IA. On voit bien que les modèles qui vont être proposés, ce sera des modèles d'abonnement. Donc il faut être extrêmement vigilant pour ne pas introduire quelque chose qu'on aura du mal ensuite à retirer parce que les usages seront pris. Et on sera complètement captif en termes d'augmentation et d'inflation sur les abonnements. Chez Atlantic, vous utilisez des outils comme ça? On a quelques outils très très simples sur du pilotage quotidien justement, mais globalement c'est pour remplacer des post-it physiques en post-it virtuels, mais voilà. Mais pour rebondir justement à ça, dans la démarche au départ, justement on avait regardé de chercher une solution qui faisait papa-maman et tout gérer. Et on a fait machine arrière très rapidement en fait. Alors d'une part parce qu'on s'est fait peur par le prix, c'est clair. Et heureusement qu'on n'est pas parti sur des solutions comme ça où finalement on y serait encore aujourd'hui et on n'aurait peut-être rien eu en gain. C'est pour ça qu'on est resté très pragmatique sur nos ROI en prenant des cas concrets, en faisant pas à pas la mise en œuvre des solutions. Je ne sais pas si on a bien fait, mais en tout cas, ça, dans la culture du changement, etc., ça a permis quand même d'y accéder facilement. Donc après, comme disait Dominique, aujourd'hui on a plein de Power BI partout. Un autre problème va se poser, c'est comment on va essayer de rationaliser pour faire perdurer ces outils et qu'ils ne vont pas mourir naturellement parce qu'ils ne sont plus utiles ou pas utilisés. Ça, c'est sûr. Voilà. La question que je pose, je n'ai pas la réponse. Par contre, c'est une question que je pose par rapport à ce que vient de dire Samuel. C'est est-ce que vraiment la mutation vers le numérique, c'est quelque chose qui peut se faire petit pas par petit pas, et est-ce qu'il n'y a pas un danger du fait qu'on fait petit pas par petit pas, on n'a pas forcément la cohérence totale? Et est-ce que dans ce cas-là, le calcul du ROI fait qu'on peut avoir une vision erronée dans le sens où, je vais prendre un exemple, si j'achète une roue de voiture tous les matins, tant que je n'aurai pas acheté les 4, je vais trouver que le ROI ne me sert pas à grand-chose. Donc est-ce qu'on n'est pas face à ce genre de phénomène sur le numérique, et est-ce que par la dictature du ROI, on ne se retrouve pas avec une approche qui est peut-être entre le phénomène de ne pas faire de choc culturel en interne, le fait d'avoir la pression financière sur le ROI, est-ce que, en fin de compte, c'est pas un danger? C'est une question, j'ai pas la réponse. Tu fais une excellente transition vers les deux conférences qu'on va avoir juste après. Mais j'ai pas été payé pour faire la transition.
C'est très bien joué, très bien joué. On en parle, on en reparle chez WeNetwork. C'est vrai que c'est un sujet qui revient toujours. Quick win, oui, mais est-ce que finalement on s'éparpille pas? Comment on structure l'information en ayant à la fois des retours rapides, un embarquement des employés, tout en faisant pas forcément un projet à 2-3 ans en fait d'implémentation de gros systèmes. Ça, c'est une vraie question. On le travaille chez nous, avec des partenaires. Enfin, on essaie de faire, via le démonstrateur aussi, de faire des POC là-dessus. Et ça va. On va en parler tout à l'heure, notamment avec l'intervention de Vincent Tavonekam et l'UNS. Merci. Est-ce qu'un dernier mot, avec tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez un petit conseil pour se lancer, ou en tout cas pour aller vers la data? Encore une fois, le conseil, hein, si tant est que je puisse en donner, c'est évidemment rester sur l'usage, toujours pareil. Et juste un retour d'expérience, j'ai navigué dans l'industrie 4.0 pendant quelques années. Je suis très content d'être revenu à l'amélioration continue, beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique. Et malheureusement, j'ai déjà 30 ans d'expérience dans le domaine de l'électronique et je me rends compte que ça ne peut pas changer tant que ça. Et donc, qualité, coût, délai, TRS, niveau qualité. Une fois si on maîtrise ça, indépendamment des outils, c'est comme ça l'essentiel. Voilà. Je ne donnerai pas de conseils parce que moi-même je ne sais pas ce que je dois faire, mais je pense qu'il faut. Enfin, moi j'ai plutôt une certaine prudence parce que j'ai l'impression aujourd'hui que maintenant tous les raisonnements, quand on discute avec des consultants, je vais dire c'est sainte IA, sainte donnée, et vous allez voir tous vos problèmes vont se résoudre. Et effectivement, c'est ce que dit Dominique. Attention, parce que les gens ont tendance, même dans leur présentation, on m'explique que si on pouvait implémenter de l'IA dans l'entreprise, les problèmes qu'on a, on les aurait plus. Et je pense que c'est pas tout à fait ça. C'est ce qu'a dit Dominique. Il y a les vrais problèmes de terrain. Et quand on parle de données, c'est la raison d'être, c'est d'améliorer les problèmes de terrain qu'on a. Or là, moi j'ai l'impression qu'on commence à entendre un discours où c'est mettez le DIA partout, puis tous les problèmes que vous avez vont se résoudre tout seuls. Sauf que le personnel dans nos entreprises, il n'est pas forcément tout jeune. Donc quand vous lui parlez de données, déjà, il y a pas des levées de boucliers, mais des inquiétudes, je dirais. Maintenant, on leur met attention, l'IA va tout régler dans tous vos problèmes. Moi, je dirais qu'un conseil, c'est ce que j'essaie de faire chez moi, c'est qu'on se pose bien les vraies questions et qu'on se pose les questions fondamentales et non pas les réponses à des questions qu'on ne s'est pas posées. Et pour moi, l'IA et la donnée, ça a tendance à répondre à des questions qui ne sont pas forcément posées. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Mais c'est un avis toujours personnel d'une petite entreprise du 91. Merci. Moi, ce que je peux partager, effectivement, c'est d'abord, avant de vouloir collecter de la data à tout prix, c'est vraiment d'identifier effectivement les cas d'usage avant tout. La data, c'est pas si gratuit que ça quand même, hein. Ça a un coût d'infrastructure. Et là, on commence à le voir aussi, un coût de temps d'analyse, en fait, hein. Plus il y a de data, plus le temps de traitement est long. Et l'IA ne résout pas ça? Je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, faut vraiment d'abord définir les cas d'usage pour définir la donnée à collecter, plutôt que l'inverse, parce que sinon on part dans tous les sens et je pense que c'est pas efficace. Ouais. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'on voit fleurir maintenant des sociétés de conseil. Avant, on nous disait qu'il faut investir dans un MES, et maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des sociétés de conseil qui sont là pour vous dire « Non, mais vous avez plein de données, moi, je vais vous les gérer, vos données. » Donc, on n'avait rien, on a mis un ERP, après, on met un MES, et maintenant, on met quelqu'un qui doit gérer. En plus, ceux-là, en général, ils se payent, c'est pas des honoraires, hein, c'est « Je vous fais gagner 10 000, j'en prends 5. »
Donc, et en plus, vous n'avez pas le moyen de vérifier réellement de leur efficacité, parce que effectivement, surtout quand on est dans des PME, il n'y a pas forcément les bonnes structures avec des gens qui peuvent se poser les questions. Les gens sont dans l'opérationnel. Donc, je dirais, il faut être, à mon avis, très prudent, et il ne faut pas... alors, vu mon âge, je le dis d'autant plus facilement, il ne faut pas paraître conservateur et rétrograde, mais il faut rester bien les pieds sur terre comme un bon paysan. Merci pour ces interventions excellentes et très pragmatiques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Comme on avait un petit peu d'avance, on a un petit peu de temps pour les questions. Vous venez de parler un petit peu d'IA. Est-ce que c'est des expériences que vous avez pu commencer? Est-ce que vous avez mis certains modules, certaines fonctions avec de l'IA? Nous, non. Mais par contre, ce que je vois, puisqu'on est en train de se poser les questions sur le remplacement éventuellement des AOI, puisqu'on a tout changé, on voit apparaître des offres intégrant de l'IA permettant normalement de gérer les faux défauts. J'ai assisté à des démonstrations. Je ne citerai pas de nom, je ne veux pas être désagréable. Nous, non. Côté unité électronique, on n'a pas d'outil IA. On a la chance, par contre, d'être un grand groupe et d'avoir justement mis en œuvre une entité à part qui va s'occuper de trouver les bonnes solutions pour développer l'IA. À voir dans les prochains mois et prochaines années. Ouais. Nous, c'est plutôt dans le domaine du traitement des données achats, traitement des données commerciales, donc plutôt sur des processus amont. Et effectivement, on est en veille techno sur la vision, sur les outils de vision en général. Concrètement, il n'y en a pas encore dans nos ateliers. Mais évidemment, comme tout le monde, on regarde. Par contre, ce qui marche bien, nous on l'a fait, on l'a fait avec SMPT. Alors c'est pas vraiment de l'IA, mais ce qui fonctionne bien, par contre, c'est les boucles fermées. Moi, on a participé, j'ai été a priori hostile au concept, hein, c'est-à-dire que la sérigraphie est couplée à la SPI. Et effectivement, il y a des échanges de données qui permettent d'améliorer les choses. ERSA a pris pas mal de retard sur le sujet, mais ils vont sortir, ça aura dû sortir cette année, ça sortira en début d'année prochaine. Pareil, un système qui vous permet, un profileur qui est embarqué entre les recommandations du profil de four. Vous pouvez le réutiliser pour l'utiliser sur des cartes d'essai ou sur une carte réelle, et vous fait des recommandations en fonction de l'emplacement des sondes pour améliorer les choses. Et j'ai entendu dire, mais ça j'ai pas vu, j'ai entendu dire aussi qu'Omron travaillait sur un certain nombre de choses pour voir dans quelle mesure il pouvait intervenir sur le profil de four. Alors, mais là on n'est pas dans l'IA, mais l'IA, c'est pareil tout à l'heure de ce que j'ai dit. On est sur l'analyse de données, on n'est pas vraiment sur... C'est de l'automatisation de gestion de la donnée, il ne faut pas se leurrer. Donc ça, par contre, boucle fermée, on peut en parler, j'étais contre. On m'a démontré, on l'a mis en place, ça aide. Et puis, je dirais, là, c'est un peu aussi... le revers de la médaille, et ce que j'ai expliqué aux gens chez moi, c'est que plus vous mettez... On a énormément de problèmes, nous, en région parisienne, mais je pense qu'il n'y a pas que nous, en région parisienne, à trouver du personnel. On cherche des gens qui ont de l'expérience. Plus vous mettez en place ce type d'outils, et plus, quelque part, vous baissez le niveau d'exigence auprès des opérateurs. Donc forcément, vous favorisez le recrutement. Bon, je ne m'avancerai pas sur le terrain des salaires, mais en sous-jacent, ça impactera aussi. Pardon ? Dans l'Ouest ? Moi, j'ai une autre question. Ludovic Aran, la SNES, à Sablé. J'ai travaillé avec Dominique, j'ai eu l'occasion de travailler avec Dominique sur le début de l'industrie 4.0 avec la Croix. On est d'accord sur
sur le beau marketing que ce qu'offrait l'industrie 4.0. Par contre, au niveau de l'amélioration continue, je pense qu'il y a moyen d'évoluer. On connaît l'amélioration continue sur les Kanban, par exemple, l'implantation des Kanban, les séquenceurs et autre chose, qui permettent de maîtriser le délai. Et on a des jumeaux numériques qui se sont mis en place, notamment dans l'automobile. Est-ce que vous êtes en train de regarder pour implémenter ce genre de choses? Évidemment, le Kanban, ce n'est pas que pour la grande série. On peut mettre aussi de la petite série en Kanban, en travaillant à l'OF. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez de mettre en place dans vos différentes usines? Oui, tu fais bien d'en parler, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé. Donc les boucles logistiques, les flux en général. Donc on a 3 applications. Une petite application sur base d'IoT Wise qui permet de digitaliser l'appel Kanban. Donc l'opératrice scanne, on récupère, ensuite on collecte une liste de composants, et puis avec le petit train, ensuite on vient avec cette liste de courses récupérer les composants nécessaires. Donc, petite application, 20 000 € de développement, et ça pour le coup c'est un succès, parce que ça marche très très bien, c'est hyper fiable. Ah oui, c'est déconnecté de l'ERP, on parle pas du tout de MS, c'est vraiment du physique, enfin pas du physique puisque c'est du digital, hein, mais la boîte est vide, je scanne la boîte, j'ai un Palm Pilot, et le conducteur du petit train vient ensuite faire ses courses comme au supermarché. Ensuite, on a aussi utilisé SAP, l'option Kanban de SAP. Là, c'est plus sur les boucles d'appel de bobines pour faire du refill. Et puis, on est en train d'effectivement digitaliser aussi un séquenceur. Là, c'est plus pour digitaliser les préparations de kits. Donc là, on est plutôt en mode poussé. Et c'est pareil. Mais là, c'est du Excel. On a fait un POC, 3 000 € Excel. Pour se faire la main, puis ensuite éventuellement on fera un cahier des charges un peu plus robuste. Mais bon, effectivement, tu as raison, toutes ces boucles logiques internes, ça fait aussi partie de la digitalisation qu'on peut mettre en œuvre, indépendamment de la connexion des machines. Intéressant cette notion de POC Excel pour après faire le cahier des charges, une fois qu'on connaît bien les besoins. Oui. Après, on n'est pas aidé par l'IT non plus, donc dès qu'on commence à leur parler, ça coûte 10 000, donc et puis ils nous demandent si on en a vraiment besoin, donc ça c'est la deuxième question. Donc oui, des fois la vedette rapide c'est bien. Je vois qu'il y a des questions, donc on va enchaîner du coup. Bonjour, Christopher Lalo. J'aurais voulu savoir si, question pour Samuel et peut-être pour vous autres aussi, Dominique et Jean-Pierre, on parle de qualité de la donnée et de la donnée. Est-ce que vous avez des challenges au niveau de la quantité de données? Des challenges, non. Là encore, c'est l'IT qui nous fixe les limites. Donc non, ça on l'a subi complètement. On ne l'avait pas anticipé. En début d'année, l'IT est revenu vers nous en disant ça y est, les serveurs sont déjà pleins, va falloir faire des choix. Donc on le gère comme ça aujourd'hui. Donc nous, effectivement, on a été challengé par l'IT, et donc entre la capture de l'information qui permet de fournir le temps réel et l'information qui est fournie pour le J+1, on fait une agrégation pour limiter et pas enregistrer tous les events. Donc il y a des préconisations de ce type-là pour alléger la donnée nécessaire pour les analyses à J plus X. En ce qui nous concerne, on n'en est pas encore là, puisqu'on est en train de développer aussi un certain nombre de choses sur la gestion de l'entreprise. Par contre, au niveau des données, où on a un énorme problème, je pense que d'autres doivent l'avoir, c'est la gestion des images de l'AOI, où là, ça explose. En parallèle, on a des clients dans l'aéronautique qui nous demandent de conserver les images de plus en plus longtemps. Certains nous demandent même de conserver non pas les images de défaut, et je suis d'accord avec eux, c'est de conserver les images de ce qui n'est pas des défauts, puisque si c'est des défauts, on peut supposer qu'on a rectifié le défaut. Et effectivement, là, c'est un sujet où on est en train de regarder parce que ça explose. Ça explose, et quand on soulève le problème au niveau des fournisseurs d'AOI, ils sont dans un flou très artistique pour nous présenter des solutions. Il y en a un qui nous a présenté une solution, mais ils n'ont pas de solution apparemment pour le stockage de données. Ça monte tout de suite en Tera. En plus, nous on fait de la carte complexe, donc énormément d'images, des cartes d'une certaine taille. C'est un peu de la folie.